Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de commencer. Et pour commencer, je vous rappelle le séminaire que nous aurons aujourd'hui, qui sera donné par Peter Zoller de l'Université d'Innsbruck, qui nous parlera d'intrication, mesure de l'intrication pour des atomes dans des réseaux optiques. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on va commencer à parler de réseaux optiques. Alors, je vais commencer le cours d'aujourd'hui par quelques diapositives pour terminer ce que je n'ai pas eu le temps de faire dans le cours de la semaine dernière. Si vous vous rappelez, pour ceux qui étaient là, le cours de la semaine dernière était consacré aux gaz en interaction dans un système uniforme, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de potentiel de piégeage, contrairement à ce qu'on va faire ensuite aujourd'hui, où on mettra un réseau optique. Donc, la semaine dernière, le gaz était uniforme, et on se posait la question de caractériser la superfluidité de ce gaz à partir d'un modèle microscopique, ce modèle microscopique étant l'équation de Gross-Pitayevsky. Donc, je vous rappelle très brièvement quels étaient les ingrédients et où on en était, et puis je dirai les quelques compléments qui me semblent importants par rapport à ce qu'on a vu la semaine dernière. Donc, ce modèle microscopique, ça consiste essentiellement à faire une approximation de type champ moyen, qu'on peut aussi qualifier de champ classique ou méthode de Hartree, qui consiste à dire que l'état à n particules, l'état à n corps, grand phi de R1, R2, Rn, est en fait un condensat, c'est-à-dire que toutes les particules partagent la même fonction d'onde, petit phi. Donc, le grand phi de R1, R2, Rn s'écrit petit phi de R1, petit phi de R2, petit phi de Rn. C'est donc une situation où il n'y a pas de corrélation entre particules, chaque particule est dans un état, l'état phi, indépendamment des autres. Alors, on avait établi ensemble la semaine dernière, par une méthode variationnelle dépendant du temps, l'équation vérifiée par cette fonction petit phi, qui est la structure d'une équation de Schrödinger, mais avec en plus un terme non linéaire. Donc l'équation s'écrit IH bar dérivé par rapport au temps de petit phi égale le terme d'énergie cinétique, c'est-à-dire le h bar carré sur 2m laplacien, et puis ce terme non linéaire qui décrit donc finalement l'action des n-1 particules sur la particule qu'on considère via un champ moyen qui est donc proportionnel à la densité locale, module de phi au carré, et le coefficient de proportionnalité qui est devant, là, c'est grand N le nombre de particules fois petit g, où petit g, ça caractérise la force des interactions. C'est-à-dire qu'on avait pris des interactions de contact, de particules 1 et 2 interagissent par une description de Dirac delta de R1 moins R2, et petit g, c'est simplement le coefficient devant cette description de Dirac. Voilà, donc ça, c'était l'équation de Gross-Pitayevsky à laquelle on est arrivé la semaine dernière, et on s'était posé la question des solutions de cette équation et de la stabilité de ces solutions. Donc, on n'avait pas étudié toutes les solutions de cette équation, parce que l'équation linéaire, ça a vraiment beaucoup de solutions très particulières. On avait pris des solutions simples, qui étaient des solutions en onde plane, du type puissance IK scalaire moins muté sur h bar, où mu, je vous avais expliqué, jouait le rôle de potentiel chimique. Et puis, on avait étudié donc la stabilité de ces solutions en ajoutant des petites perturbations. Ces petites perturbations étaient des perturbations de type onde plane. Et ce qu'on avait vu, c'est que ces perturbations n'influaient pas sur la stabilité de la fonction principale, celle qui est écrite ici, pourvu que la vitesse associée à cette onde plane, ici, donc j'ai une onde plane de vecteur d'onde grand K, donc une vitesse h bar K sur M, eh bien pourvu que la vitesse associée à cette onde plane soit inférieure à la vitesse du son dans le problème. Cette vitesse du son, on l'avait retrouvée en étudiant les modes propres, ce qu'on avait appelé la méthode de Bogoliubov. Et cette vitesse du son, je vous rappelle ce qu'elle vaut. Elle est définie telle que l'énergie mc carré, mc vitesse du son au carré, égale G-ρ. G-ρ, c'est donc l'énergie d'interaction. C'est ce coefficient petit g ici qui est devant la description de Dirac, fois ρ, la densité, c'est-à-dire le nombre de particules grand N, divisé par le volume occupé par les particules grand L cube. Voilà, donc ça c'était le critère de Landau qu'on avait établi donc en s'intéressant à des perturbations de type onde plane à cette fonction d'onde principale, elle-même une onde plane. Ce que j'aimerais regarder maintenant, c'est comment est-ce qu'on peut aller au-delà du critère de Landau en s'intéressant à d'autres types de perturbations, ce qui va nous conduire possiblement à un autre critère un peu plus contraignant sur la stabilité. Ces autres perturbations sont des perturbations qui, au contraire des ondes planes, qui sont donc complètement délocalisées dans l'espace, ces autres perturbations, c'est des perturbations qui sont localisées. Et un bon moyen de construire une perturbation localisée, c'est d'utiliser des petits tourbillons, des tourbillons quantiques, des vortex, qui viennent donc s'ajouter à l'onde des puissances IK scalaire. Donc là, j'ai rappelé ce qu'on avait fait la dernière fois. Et donc maintenant, je m'intéresse à une perturbation localisée, à savoir un vortex.
Alors qu'est-ce que c'est qu'un vortex? On a déjà eu l'occasion de voir ça dans les cours précédents, mais je vous rappelle très brièvement de quoi il s'agit. Il s'agit donc d'un point où la densité s'annule, et autour de ce point, j'ai donc un enroulement de phase. Le vortex le plus simple, c'est un enroulement de phase qui vaut plus 2π ou moins 2π, donc ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Le moment cinétique est quantifié, égal à h bar, ce qui veut dire très simplement que le champ de vitesse varie comme 1 sur r, puisque si je veux que le moment cinétique soit le même partout, si je suis à une distance r du centre du vortex, eh bien, pour avoir un moment cinétique égal à h bar, il faut que la vitesse soit en 1 sur r pour que le produit distance fois vitesse soit constant. Et puis, je vous ai dit, la densité est nulle au centre. La densité reste faible sur une petite distance, qui est de l'ordre de cette longueur de cicatrisation que j'avais introduite la dernière fois, que j'avais appelée petit xi. Bien. Alors, un vortex tout seul, ça ressemble à un défaut localisé, mais ce n'est pas vraiment une perturbation localisée pour une raison assez simple. C'est que si vous calculez l'énergie cinétique associée à ce vortex, eh bien, c'est une énergie cinétique qui diverge avec la taille du système. Et ça, c'est assez simple de le comprendre. L'énergie cinétique, c'est simplement 1,5 de mv carré pour une particule ponctuelle. Donc, si j'ai un fluide en mouvement, il faut prendre l'intégrale de v carré sur toute l'étendue du fluide. Et si je prends un modèle à 2 dimensions, c'est-à-dire que j'ai un vortex qui est un point ici, ou si vous préférez passer à 3 dimensions, vous avez une ligne de vortex qui est perpendiculaire au plan du tableau, eh bien, vous devez donc faire l'intégrale de v carré sur tout l'espace. Alors, sur tout l'espace, ça consiste à partir d'une distance minimale petit xi, qui est la distance sur laquelle la fonction d'onde, au bout de laquelle la fonction d'onde a pris sa valeur normale, jusqu'à la taille du système grand R. Donc, vous devez intégrer v carré fois le jacobien à 2 dimensions de pi r dr. V, je vous ai dit qu'il varie en 1 sur R, donc V carré, ce sera du 1 sur R2. Je multiplie le 1 sur R2 ici par RdR, donc je me retrouve avec l'intégrale de dr sur R qui diverge de manière logarithmique aux grandes distances. Donc même si un vortex a l'air d'être quelque chose de localisé, eh bien en fait ça ne l'est pas vraiment. L'énergie que j'apporte quand je mets un vortex isolé dans un système croît avec la taille du système. Alors comment faire des perturbations localisées avec des vortex? Eh bien, la solution est assez simple, il suffit de prendre 2 vortex, 2 signes opposés. Un qui tourne dans le sens aiguille d'une montre, c'est celui que j'ai appelé A. L'autre qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, que j'ai appelé B. Et à ce moment-là, c'est assez simple de se convaincre que si je regarde le champ de vitesse à longue distance, il n'est plus en 1 sur R comme un vortex isolé, mais il est en 1 sur R2, parce que le champ de vitesse associé au vortex A compense presque exactement le champ de vitesse associé au vortex B. C'est un petit peu comme en électromagnétisme, quand vous passez d'une charge isolée à un dipôle, eh bien, le champ électrique décroît plus vite à l'infini pour le dipôle que pour la charge isolée. Et à ce moment-là, eh bien, il n'y a pas de souci de convergence de l'énergie cinétique à l'infini, puisque à ce moment-là, quand vous prenez V carré, vous vous retrouvez avec du 1 sur R4, et donc l'intégrale converge bien à longue distance. Et donc l'énergie cinétique d'une paire de vortex, que je vais considérer maintenant, varie comme essentiellement, quand on fait le calcul, log de petit d, la distance entre les deux vortex ici, divisé par toujours le même xi ici, qui est la coupure à courte distance de l'intégrale. Alors pourquoi est-ce que ces défauts localisés peuvent changer la nature de la condition de stabilité? Pourquoi est-ce que ces défauts localisés peuvent finalement dissiper des courants permanents que j'ai installés dans mon système? Alors un moyen simple de le voir, c'est de revenir à notre anneau, l'anneau qu'on a considéré de multiples fois. Je prends un anneau comme ça avec donc un courant qui circule dans cet anneau et je suppose que ce courant, c'est le courant le plus faible possible, c'est-à-dire que ça correspond à juste un quantum de circulation. C'est-à-dire que ma fonction d'onde le long de l'anneau s'écrit comme psi1 de phi égale puissance iφ. Supposons maintenant que j'ai mis un petit défaut ici et que ce défaut me génère une paire de vortex, au sens où je l'ai décrit tout à l'heure, c'est-à-dire un vortex rouge qui tourne dans le sens aiguille d'une montre et un vortex bleu qui tourne dans le sens opposé. Tant que les vortex sont quasiment l'un sur l'autre, ça ne change pas grand-chose au flux dans l'anneau, mais supposons maintenant que cette paire de vortex se sépare. C'est-à-dire que le vortex rouge va partir vers l'intérieur de l'anneau, ici, et le vortex rouge, vous voyez, il tourne dans le sens aiguille d'une montre, donc il tourne dans le sens opposé au courant vert dont je suis parti, et le vortex bleu, lui, je le fais partir à l'extérieur, et puis je l'envoie vers l'infini. À ce moment-là, il est bien clair que le champ de vitesse créé par le vortex rouge eh bien, va s'opposer complètement au courant initial, le courant vert que j'avais dans mon système, et une fois que ma paire de vortex est séparée, que le vortex rouge est arrivé à l'intérieur, ici le vortex bleu est parti à l'extérieur, eh bien, j'ai dissipé mon courant. Donc on voit comment, avec des paires de vortex qui sont nucléées avec les deux vortex proches l'un de l'autre et que ces vortex se séparent, eh bien je peux comme ça annuler, ou en tout cas réduire, la phase que j'ai mise initialement sous forme de courant permanent. Bien. Alors essayons de voir ça d'une manière un petit peu plus précise. Donc le modèle que je vais me prendre, c'est donc le flux en vert ici que je prends à vitesse V0, et puis mes deux vortex rouge et bleu que je sépare d'une distance d ici,
et je vais m'intéresser à la probabilité qu'une paire de vortex AB initialement très proches se sépare. Comment est-ce qu'on peut calculer ça? Bien, il faut évaluer l'énergie de ce système-là, donc c'est ce que je vous propose de faire ici. L'énergie de ce système, donc avec le flux V0 initial et puis la paire de vortex, c'est quoi? Eh bien, c'est essentiellement de l'énergie cinétique. Alors, je prends donc l'énergie cinétique que j'ai avec le flux V0 plus le vortex en A, le vortex rouge, plus le vortex en B, le vortex bleu. Je prends l'énergie cinétique du système et je soustrais l'énergie cinétique du système que j'aurais si j'avais seulement le flux V0 ici. Donc ça, c'est donc deux intégrales à calculer. Il est clair que quand je vais développer cette intégrale-ci, je vais d'abord trouver le V0 carré ici qui va s'éliminer avec celui-là. Et donc je vais me retrouver avec deux termes quand je vais faire la différence. Un premier terme qui sera le terme en VA plus VB au carré, c'est-à-dire l'énergie cinétique de ma paire de vortex initiale, et puis le produit donc entre V0 d'une part et puis la paire de vortex VA plus VB. Alors, le calcul intégral se fait sans trop de douleur, ce n'est pas trivial, mais enfin on y arrive. Et ce qu'on trouve, eh bien, c'est le résultat qui est écrit ici. Le premier terme en log de D sur xi, eh bien, c'est le terme que j'avais annoncé tout à l'heure. C'est l'énergie, simplement, de ma paire de vortex, un vortex A, un vortex B. Donc le terme qui est en log de D sur xi ici, c'est le terme qui provient du VA plus VB au carré que j'avais annoncé à la diapositive précédente. Ici, vous avez le préfacteur. Donc le préfacteur, il fait intervenir des constantes fondamentales, h bar et puis la masse des particules, et puis ρ, la densité de mon fluide que j'ai supposé homogène. Ça, c'est donc ce terme-ci, c'est le VA plus VB au carré. Et puis j'ai un deuxième terme qui est donc la contribution croisée entre le V0 d'une part et puis le VA plus VB d'autre part. Donc c'est quelque chose qui va être linéaire en V0, c'est lui. Et quand on fait le calcul, ça se calcule exactement. C'est des intégrales vraiment de type magnétostatique en fait, parce que le champ de vitesse d'un vortex, ça ressemble au champ créé par un fil. Donc quand on est ramené à des intégrales connues en magnétostatique, on trouve quelque chose qui est donc linéaire en V0 et qui est simplement proportionnel à petit d, la distance entre la paire A et la paire B. Donc cette fonction, c'est donc l'énergie pour avoir une paire de vortex séparée d'une distance d. À courte distance, c'est le logarithme qui domine, et j'ai donc une fonction qui est croissante. Elle passe par un maximum, et puis à grande distance v, eh bien, la décroissance ici linéaire en petit d l'emporte sur la croissance du logarithme, et je récupère quelque chose qui décroît comme ça. Et donc la question, c'est quelle est la probabilité qu'une paire de vortex nucléés ici passe cette barrière? Alors là, j'ai fait mon calcul dans le cas homogène. Vous pouvez faire le calcul dans le cas un peu plus compliqué pour un anneau. Là, ça devient... Il faut avoir recours à des méthodes numériques. J'ai mis des références ici. Il y a eu un travail du groupe d'Hélène Perrin qui a travaillé là-dessus, à Cambridge aussi, et puis la publication du NIST dont j'avais beaucoup parlé il y a 2 semaines. Alors cette barrière-là, qu'est-ce qu'il faut pour la franchir? Donc, j'ai remis ma courbe ici et je vais m'intéresser donc à la hauteur de cette barrière. Et la hauteur de cette barrière, je ne vais pas la regarder dans l'absolu. Ce que je veux, c'est la comparer à l'énergie thermique typique dans mon système, c'est-à-dire kBT. Donc, si vous prenez la formule que j'ai donnée tout à l'heure, vous saurez tous évaluer cette hauteur de barrière. Je la divise par kT. Donc, qu'est-ce que je trouve? Eh bien, je trouve quelque chose qui va faire intervenir la densité ρ, c'est normal, hein, la densité ρ était en facteur ici, donc j'ai quelque chose qui fait intervenir la densité ρ. Puis quand je divise par kT, eh bien, un bon moyen d'inclure kT, c'est d'introduire la longueur d'onde thermique lambda t. Je vous rappelle la définition de la longueur d'onde thermique lambda t ici. Donc finalement, on trouve que delta E, cette hauteur de barrière divisée par kT, eh bien, c'est ρ lambda 2, c'est-à-dire la densité dans l'espace des phases de mon fluide à 2 dimensions, fois le logarithme de CS, la vitesse du son, divisé par V0, la vitesse de mon fluide. Alors, est-ce que c'est possible, probable, que mon système, avec une paire de vortex nucléés ici, franchisse cette barrière? Eh bien, ce sera probable si cette hauteur de barrière n'est pas trop grande devant kT. À ce moment-là, je peux compter sur des fluctuations thermiques pour franchir la barrière. Et la réponse donc à ce rapport-là, est-ce qu'il est grand ou petit devant 1? Eh bien, si je prends un gaz qui est dégénéré, la densité de l'espace des phases, ρ lambda 2 sera grande devant 1. Donc cette barrière sera en général grande, delta E max sera en général grande devant l'énergie d'activation thermique, sauf si le logarithme ici est lui-même petit devant 1. À ce moment-là, j'aurai une chance de le franchir. Mais dire que le logarithme est petit devant 1, c'est dire que la vitesse V0 est de l'ordre de la vitesse du son. Donc là, je retombe sur le critère de Landau. C'est-à-dire je retombe sur le fait que si ma vitesse V0 est vraiment petite devant la vitesse du son, eh bien c'est peu probable que cette paire de vortex soit nucléée et que les vortex se séparent, que le rouge parte vers le haut et que le bleu parte vers le bas. Ça, c'est pour un défaut ponctuel. Ou défaut ponctuel qui génère donc une paire de vortex à une distance de l'ordre de xi au départ.
Maintenant, si vous prenez un défaut beaucoup plus étendu, avec une taille d qui est donc grande devant xi, par exemple un trou que je crée dans mon gaz avec un faisceau laser, mais un trou relativement gros, plusieurs microns, disons, xi, je vous avais donné ces ordres de grandeur, hein, c'est une fraction de micromètre dans les gaz froids. Donc là, si je prends un trou plus gros que xi, à ce moment-là, ma paire de vortex, je ne vais pas forcément la nucléer à une distance xi, je vais pouvoir la nucléer un peu à n'importe quelle distance ici, puisque si je n'ai pas d'atomes sur un trou de distance d, ça ne me coûte pas d'énergie de prendre deux vortex et de les séparer d'une distance d à l'intérieur de ce trou. Donc du coup, je peux générer ma paire de vortex à une distance beaucoup plus proche du centre, voire même carrément au maximum de la courbe, et à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile d'avoir des vortex qui se séparent et cette disparition du courant permanent. Alors, on voit même que si la vitesse est donc assez grande, c'est-à-dire si je nuclée ma paire de vortex carrément au centre, eh bien, j'ai plus de barrière à franchir, donc je vais nucléer en permanence des paires de vortex et dissiper le courant permanent. Donc, quand est-ce que ça se produit, ça? Eh bien, il suffit d'inverser cette relation. Ça, c'est une relation qui me donne d en fonction de v, mais je peux l'utiliser pour exprimer v en fonction de d. Si je crée un trou de taille d, donc si je nuclée des vortex à une distance a priori de l'ordre de d, eh bien, si ma vitesse est de l'ordre de cette vitesse critique h bar sur md, eh bien, je vais donc avoir une absence de barrière et une nucléation en permanence de vortex. Et cette vitesse critique, donc si d est grande devant xi, eh bien, cette vitesse critique est petite dans la vitesse du son, puisque la vitesse du son, c'est h bar sur m xi, on avait vu ça ensemble la semaine dernière. Donc, à ce moment-là, si je prends un objet qui est de grosse taille, eh bien, la vitesse critique est beaucoup plus petite que la vitesse du son, par ce rapport, d sur xi. Donc voilà, ça complète ce que je voulais dire sur le critère de Landau. Le critère de Landau, dire que le fluide est stable si la vitesse est plus petite que la vitesse du son, c'est correct pour des objets ponctuels, mais dès que vous prenez des objets étendus, eh bien, les vitesses critiques peuvent être beaucoup plus basses que cette vitesse du son. C'est ce qui est écrit ici. Voilà, donc ça c'était la première chose que je voulais dire. La deuxième chose que je voulais dire avant de passer au réseau optique, c'était un mot sur la quantification de ce qu'on a trouvé à partir de notre approche de Bogoliubov. Ce qu'on a fait dans le cours de la semaine dernière, c'était une approche de champ classique, finalement. On décrivait des particules, bien sûr, mais l'équation de Schrödinger non linéaire, ça portait sur un phi de R et de T qui était un champ classique. Et cette version champ classique nous a conduit à une relation de dispersion qui exprimait donc le vecteur d'onde Q des perturbations, qui reliait le vecteur d'onde Q des perturbations et leur pulsation oméga Q. Une fois qu'on a obtenu une relation de dispersion pour un champ classique, eh bien, on peut très bien quantifier cette relation. C'est ce qu'on fait en électromagnétisme. On prend les équations de Maxwell, qui sont des équations de champ classique, et puis on quantifie le champ qu'on a obtenu pour obtenir la notion de photon et donc de quantum de lumière. Et bien là, on peut quantifier à la main cette relation de dispersion, et faisant ça, eh bien on va obtenir, donc on va introduire des opérateurs création et destruction de ces excitations élémentaires de Bogoliubov, et on va obtenir comme ça un Hamiltonien pour les quasi-particules de Bogoliubov du type h bar oméga q, b croix q, bq. Ça, c'est une première chose qu'on peut faire, et c'est tout à fait légitime, autant que ce qu'on fait pour l'électromagnétisme et les équations de Maxwell. Il se trouve que là, on est dans une situation un petit peu différente néanmoins de l'électromagnétisme, parce que ce qu'on traite initialement, c'est un gaz de Bose en interaction faible. Donc, si je reviens aux bases, c'est-à-dire au fait que je manipule des atomes, qui sont donc des quantités qui sont d'emblée quantifiées, eh bien, je peux partir de l'hamiltonien quantique de ces atomes en interaction. Donc, j'ai des opérateurs création et destruction pour mes atomes AP et A croix P, un atome dans l'impulsion P, et je peux donc rester en permanence dans le point de vue quantique. Donc ça, c'est l'approche de Bogoliubov quantique qui est traitée dans beaucoup de livres. Cette approche conduit exactement au même calcul que ceux qu'on a fait ensemble dans notre version classique de la chose, c'est-à-dire que vous aurez les mêmes transformations linéaires pour passer des AP à croix P au BP, B croix P, même coefficient U et V avec les tangentes hyperboliques qu'on a vu la dernière fois. Et à ce moment-là, eh bien, vous êtes en permanence en terrain quantique, et l'hamiltonien qu'on obtiendrait ici par une quantification des modes propres, eh bien, vous l'obtenez directement sous forme de somme sur Q de h bar oméga Q, B croix Q, BQ. Ah oui, là, je ne sais pas pourquoi il y a deux daggers. Vous oubliez celui-là, excusez-moi, c'est B croix Q, BQ, il n'y a pas de raison de mettre un deuxième. Là c'est bon, voilà, c'est la même chose ici et là. La différence entre les deux approches, c'est d'une part une différence un peu technique, les calculs sont moins transparents ici qu'ils ne l'étaient là, donc c'est pour ça que j'ai choisi de faire l'approche classique. En revanche, il y a un gain dans cette deuxième approche, c'est l'énergie E0.
Ce que j'ai appelé ici E0, c'est donc l'énergie du gaz quantique au repos en l'absence d'excitation. Ça, on ne l'obtient pas dans cette approche-ci, on l'obtient là. Cette énergie, c'est donc l'énergie du gaz en interaction dans son état fondamental. Ça contient en particulier des corrections du type Li-Wang-Yang, qui sont des choses bien connues et qui commencent à être bien mesurées dans les gaz d'atomes froids. Alors, la raison pour laquelle je ne l'ai pas fait ici, en plus du fait que c'est un petit peu difficile techniquement, un peu plus difficile techniquement, c'est que pour avoir la bonne valeur de 0, c'est une valeur sans divergence, sans singularité, il faut faire attention à la manière dont on décrit les interactions. Dans ce que j'ai fait la semaine dernière, j'ai toujours pris des interactions de contact, delta de R1 moins R2. C'est encore ce qu'on va faire aujourd'hui dans le réseau. Si vous voulez obtenir le E0 correct, il faut quitter l'interaction de contact, il faut faire des choses plus sophistiquées pour faire une sorte de renormalisation. Et ça, eh bien, je ne préférais pas le faire cette année. Le cours de l'année prochaine sera entièrement consacré aux interactions et on verra ensemble comment faire les choses correctement. Voilà, en tout état de cause, vous pouvez prendre cet Hamiltonien-ci ou cet Hamiltonien-là. À partir du moment où vous ne cherchez pas à avoir E0, c'est la même chose. Et en particulier, une fois que vous avez ça, eh bien, vous pouvez étudier votre gaz de quasi-particules à équilibre thermique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez quantifié le champ, eh bien, vous pouvez donc traiter votre gaz de quasi-particules comme un gaz parfait de potentiel chimique nul, exactement comme on le fait pour les photons d'un rayonnement du corps noir. Donc là, c'est pareil. Si vous avez un système à température T, eh bien, la population des modes de Bogoliubov à cette température, c'est simplement 1 sur h bar oméga q sur kT-1. Et là, à ce moment-là, vous êtes en terrain familier pour calculer toutes les moyennes thermiques que vous voulez calculer. Donc vous pouvez vous intéresser à la densité normale et à la densité superfluide. J'en avais donné un exemple dans les notes de la dernière fois. Vous pouvez calculer les fluctuations de densité et les fluctuations de phase. Il y en a aussi un exemple dans les notes. Voilà, tout ça, ça se fait de manière naturelle une fois qu'on a cette relation de dispersion d'une part et ensuite la population des différents modes d'autre part. Voilà. Donc, je ne vais pas en dire plus sur cette approximation de champ classique ici. Je vous renvoie donc aux notes si vous voulez voir des exemples de calcul. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de voir comment est-ce que tout ce qu'on vient de dire sur un gaz homogène se transpose dans le cas d'un réseau optique. Et vous allez voir que le réseau optique apporte beaucoup, enrichit beaucoup la situation. Donc, je passe cette fois-ci au chapitre 4, proprement dit, condensation et superfluité dans un réseau. Donc l'idée, c'est de partir d'un condensat, ce que j'ai représenté en rouge ici, le mettre en présence d'un réseau optique, c'est-à-dire d'un potentiel périodique dans l'espace, et de me poser la question, que se passe-t-il quand un des systèmes, le condensat par exemple, bouge par rapport à l'autre système, le réseau. Et évidemment, ça peut être le réseau qui bouge par rapport au condensat, il suffit de faire une transformation de repère pour passer d'un point de vue à l'autre. Alors, c'est évidemment un système intéressant sur le plan pratique, parce que ce qu'on est en train de faire là, c'est étudier comment un système à n corps bouge en présence d'un potentiel périodique, c'est quelque chose qui sert naturellement de système modèle pour l'étude de la conduction électrique. Donc, ce n'est pas gratuit de regarder ça, c'est un système pour lequel on attend beaucoup sur le plan de la transposition après à des problèmes de matière condensée. Alors, on avait étudié il y a quelques années ensemble ce qui se passait quand je mettais une particule unique dans un potentiel périodique, dans un réseau optique en particulier. On avait étudié ensemble les oscillations de blocs, les échelles de Wannier-Stark. Là, le point du cours de cette année, c'est comment est-ce que les interactions entre particules vont enrichir le problème et vont changer évidemment dramatiquement la nature du problème. Alors, ça va prendre 2 cours pour étudier ça, le cours d'aujourd'hui et puis le cours de la semaine prochaine. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'il y a une instabilité dynamique qui apparaît quand les interactions sont relativement faibles. Une instabilité dynamique, je vous expliquerai ce que c'est quelque chose qui n'était pas présent en l'absence de réseau, c'est vraiment un ingrédient supplémentaire que le réseau ajoute. On va voir que si l'interaction devient assez forte, on peut perdre complètement la superfluidité, c'est la fameuse transition entre un superfluide et un isolant de Mott. Et puis ensuite, ça ce sera plutôt pour la semaine prochaine, on étudiera en détail la transition de phase qui est associée à cette transition entre un superfluide et un isolant, et on étudiera les modes propres au voisinage du point critique. Et en particulier, j'aimerais vous montrer qu'on voit apparaître comme ça des modes de type Goldstone, dont j'avais déjà dit un mot la semaine dernière, mais également un mode auquel on est moins habitué dans les atomes froids, à savoir le mode de Higgs. Donc le plan du cours d'aujourd'hui, c'est le suivant. Je vais commencer par quelques rappels sur la physique des réseaux optiques pour ceux qui ne connaissent pas ça sur le bout des doigts. Ensuite, on parlera de la notion de vitesse critique dans un réseau, avec cette transition, avec cette instabilité dynamique.
Et puis, je donnerai un premier aperçu de cette transition superfluide isolant qui nous occupera ensuite toute la semaine prochaine. Alors, c'est quelques rappels sur la physique dans un réseau optique, donc dans un potentiel périodique. Donc, si je me limite pour l'instant à une particule unique, le point central de cette étude, c'est ce qu'on appelle le théorème de Bloch. Le théorème de Bloch nous indique comment tirer parti de la symétrie du problème, en l'occurrence une invariance par translation discrète, pour chercher les états propres, les énergies propres du problème. Donc, je prends un réseau optique qui est formé, disons, par une onde lumineuse stationnaire, donc longueur d'onde lambda pour mes lasers, fréquence nu égale c sur lambda, et le potentiel que je crée, donc c'est une onde stationnaire, il a une période lambda sur 2, c'est-à-dire que v de x est égal à v de x plus a, c'est mon invariance par translation discrète sur le réseau. Et je m'intéresse donc aux états propres et aux énergies propres de cet Hamiltonien, p carré sur 2m, l'énergie cinétique de ma particule, plus v de x. Alors, le théorème de Bloch nous dit qu'on peut, pour tirer parti de cette symétrie du problème, on peut chercher des états propres sous forme de fonction de Bloch, et la forme générique d'une fonction de Bloch, c'est la suivante ici, c'est d'une part une onde plane, et puissance IQX, Q est appelé le quasi-moment, on va le voir dans un instant, fois UQ de x, où UQ est une fonction périodique de l'espace, avec la même périodicité que le potentiel, UQ de x égale UQ de x plus 1. Voilà, donc ça c'est le théorème de Bloch qui nous dit comment chercher les fonctions propres du problème. Maintenant, quand on fait ça, donc on va se placer, disons, à un quasi-moment Q donné. À ce moment-là, on a à résoudre une équation différentielle qui est déduite de l'équation de Schrödinger pour la fonction périodique UQ, et c'est donc une équation avec des conditions limites périodiques pour UQ. Donc, on a une quantification des énergies, c'est-à-dire que pour un Q donné, eh bien, je peux classer mes énergies à l'aide d'un entier n, 0, 1, 2, etc. Et on va convenir que les énergies sont croissantes avec n. E0 est la plus basse énergie pour un Q donné, puis E1 de Q, puis E2 de Q. Et je vais tout de suite vous donner un exemple pour un potentiel sinusoïdal, qui est le potentiel de base qu'on a avec des réseaux optiques, une onde lumineuse stationnaire, qui crée donc un potentiel en V0 sinus carré kx de période A égale pi sur k. Alors quand vous prenez un potentiel comme ça, avant de vous donner l'exemple, ce que vous voyez tout de suite, c'est qu'il y a une échelle de longueur naturelle, oui, qui est petit a, pi sur k, et donc une échelle d'énergie naturelle pour le problème, qui est l'énergie de recul. L'énergie de recul h bar 2 k2 sur 2m, c'est l'énergie qui peut servir à paramétrer toutes mes énergies du problème, et c'est dans cette énergie de recul que je vais mesurer la force du potentiel, à savoir V0. Donc là, je vous donne un exemple en prenant V0 égale 4 fois l'énergie de recul, et vous avez ici, donc, en rouge, en fonction de petit q, l'énergie E0 de Q, en bleu E1 de Q, en vert E2 de Q, etc. Donc pour chaque valeur de Q ici, je trouve donc mes énergies E0, E1, E2. En pointillé, c'est ce que j'obtiendrai quand V0, le potentiel V0 tend vers 0. Alors voilà, donc j'ai donc quelque chose qui est périodique en Q ici, et il y a tout de suite une chose à laquelle il faut faire attention quand on est face à ce type de diagramme, c'est faire attention au double comptage ou au comptage multiple. Si vous prenez deux moments Q et Q plus 2K, donc par exemple un moment situé ici, moins 0,5, Q égale moins 0,5K, et un autre moment situé, je peux revenir en arrière, en 1,5K, eh bien ces deux moments donc, qui diffèrent, qui passent de Q à Q plus 2K, je peux passer de l'un à l'autre donc en prenant puissance IQX d'un côté, et puis puissance IQX fois puissance 2IKX de l'autre. Mais la fonction puissance 2IKX, c'est également une fonction qui est périodique de période pi sur K, donc la puissance 2IKX, je peux le réintégrer dans UN de Q. Donc les deux moments Q et Q plus 2K en fait représentent le même état. Simplement, je redistribue différemment le 2KX, soit ici, soit là. Donc, pour éviter tout double comptage, il est important de bien se souvenir que les états qui sont entre moins 1 et 1 sont les mêmes que les états que j'aurai entre 1 et 3 ou que les états que j'ai entre moins 3 et moins 1. Il n'y a rien qui s'oppose à prendre cette représentation-là. Simplement, il ne faut pas attribuer des propriétés différentes à un état qui est ici de celle qu'un état qui est là. Voilà. Donc, si on veut être sûr de ne pas faire de double comptage, on restreint Q à l'intervalle moins 1, 1, enfin Q sur K à l'intervalle moins 1, 1, c'est-à-dire Q entre moins K et K. C'est ce qu'on appelle la première zone de Brillouin. Dans tout ce qui va suivre, on va simplifier encore le problème et on va se placer dans la limite des liaisons fortes, c'est-à-dire des potentiels V0 qui sont grands devant l'énergie de recul.
Alors, pour bien exploiter cette limite des liaisons fortes, c'est utile d'introduire ce qu'on appelle les fonctions de Wannier. Les fonctions de Wannier se définissent qu'on soit en liaison forte ou pas en liaison forte, mais elles sont particulièrement utiles en liaison forte. Et ces fonctions de Wannier sont définies à partir des ondes de bloc psi nq de x, en sommant simplement, en prenant n données, donc un niveau une bande donnée de petit n, 0, 1, 2, et en faisant la somme de tous les vecteurs de bloc q dans la zone de Brillouin entre moins pi sur a et pi sur a de ces psi nq, en affectant chaque terme de e puissance moins i j fois aq. Donc j, ça va être un entier, 0, 1, 2, et aq, donc a, c'est la période du potentiel, et q, c'est donc le moment de bloc. L'intérêt de cette définition de WNJ de x, c'est que ce WNJ de x, ici, est très localisé au voisinage du site J. Si je reprends l'exemple que je donnais tout à l'heure avec V0 égale 4R, donc là j'ai mon potentiel que j'ai choisi, là j'ai le site J égale 0, le site J égale 1, eh bien, si je calcule W pour la bande n égale 0 et pour le site J égale 0 ici, donc je prends 0 là-dedans, quand je prends cette intégrale, eh bien, j'obtiens la courbe qui est tracée en bleu ici. C'est-à-dire que j'ai une fonction, WNJ de x, pour n égale 0 et j égale 0, qui est localisée au voisinage du site j égale 0, que je construis à partir de mes états de bloc. De la même façon, si je prends j égale 1 dans cette intégrale, wn1 avec n égale 0, eh bien, j'obtiens la courbe en rouge qui se déduit de la courbe bleue par une translation d'une période de réseau et qui est donc localisée au voisinage du site j égale 1. Et plus généralement, chacun des WNJ de x sera localisé au voisinage du site J, du JM site. Alors, la limite des liaisons fortes là-dedans, eh bien, ça consiste, comme je l'ai dit, à prendre V0 grand devant ER. Et à ce moment-là, eh bien, l'écart entre la bande fondamentale et la première bande excitée est suffisamment grand pour que je puisse négliger complètement les bandes excitées, limiter toute la dynamique de mes particules à la bande fondamentale n égale 0. Donc mes fonctions de Wannier, qui sont donc normalement indexées par n et par j, ben, je vais laisser tomber l'indice n, puisque je vais prendre toujours n égale 0, donc je vais simplement les appeler WJ de x. Et donc je vais décrire l'état de mon atome comme étant soit sur WN0J0, soit sur WN0J1, soit une combinaison linéaire de tout ça. Et puis, quand je vais m'intéresser à la dynamique de mes atomes, eh bien, la dynamique des atomes, je peux l'écrire dans la base des fonctions de Wannier. Et dans cette base de fonctions de Wannier, la dynamique se décrit par des sauts du site J à un site J'. Mais si je suis dans la limite des liaisons fortes, eh bien, les seuls sauts qui comptent, ce sont les sauts entre proches voisins, c'est-à-dire qu'une fonction de Wannier WJ n'est couplée qu'à ses voisins WJ plus ou moins 1. C'est-à-dire que si je suis initialement dans la fonction de Wannier WJ égale 0, eh bien, les seuls éléments qui contribuent vraiment à la dynamique, c'est de sauter du bleu au rouge ou du bleu à ce qui serait ici dans le site J égale moins 1. Donc ça, c'est une restriction du problème, mais qui est tout à fait valide dans le cas où V0 est grand devant ER. Donc quand on fait ça, on arrive à un Hamiltonien qui est finalement très très simple. Si je l'écris à 2 dimensions ici, eh bien, dans sa version 1D, le site J, un atome, quand il est sur site J, il est décrit par la fonction de Wannier WJ, point final, et tout ce qui peut lui arriver, c'est de sauter vers le site J plus 1 ou vers le site J moins 1 avec une amplitude de probabilité que je décris par ce coefficient tunnel grand J. Donc mon Hamiltonien, c'est simplement une somme d'opérateurs qui sautent de l'état WJ à l'état WJ plus 1, plus son hermétique conjugué. Et je peux écrire ça en seconde quantification, on utilisera abondamment la seconde quantification dans la suite, mais c'est exactement la même structure. Je détruis un atome sur le site J pour en créer un sur le site J plus 1, et puis l'hermétique conjugué assure le mouvement dans l'autre sens. Alors que vaut grand J? Je vais vous le dire dans un instant, ça. Avant ça, je vous donne tout de suite les états propres et les énergies propres de cet Hamiltonien réduit à la bande fondamentale dans la limite de Hubbard. Donc là, c'est très simple. Je sais que les états propres sont des fonctions de bloc, ça c'est le théorème général de Bloch, mais dans le cas de ces liaisons fortes, les ondes de Bloch s'écrivent de manière très simple. Je prends simplement une somme sur toutes les fonctions de Wannier WJ et je les affecte de cette onde plane qui est donc la puissance IJAQ, somme sur tous les sites J. Et donc ça, vous pouvez vérifier très très simplement qu'effectivement, ce psi Q-là est bien état propre de H chapeau ici, et l'énergie propre associée à psi Q, c'est simplement moins 2J fois cosinus de AQ. Donc voilà ma relation de dispersion pour mes ondes de Bloch, et ce moins 2J cosinus AQ est tracé comme ça. L'énergie est minimale pour Q égale 0, qui revient à prendre la même phase sur toutes les fonctions de Bloch, et puis elle est maximale pour J égale plus K ou moins K, où là les phases alternent entre plus 1 et moins 1, enfin les amplitudes alternent entre plus 1 et moins 1
quand je passe d'un site à son voisin. Que vaut grand J ici? Eh bien, si je me mets dans la limite des liaisons fortes, donc la limite V0 grande devant l'énergie de recul, grand J mesuré dans l'unité d'énergie naturelle qui est l'énergie de recul, eh bien, ce grand J varie exponentiellement avec le rapport V0 sur ER. Il devient très très petit quand V0 devient très grand devant ER. Donc ce grand J est écrit ici, un V0 sur R puissance 3/4 fois cette exponentielle de moins 2 fois racine de V0 sur ER. Et on verra pourquoi cette variation exponentielle de grand J avec V0 est importante pour nous permettre d'ajuster de manière très, très large les paramètres du problème. Bien, donc jusqu'à maintenant, je me suis limité à la physique à une particule. Pour terminer ce rappel, je voudrais dire un mot des interactions dans le réseau, toujours dans la limite des liaisons fortes, et toujours en choisissant des interactions de contact en delta de R1 moins R2. Donc c'est le même type d'interaction que ce qu'on avait pris ensemble la semaine dernière, toujours en G delta de R1 moins R2. Si je suis dans la limite des liaisons fortes, eh bien, je peux, en très bonne approximation, supposer que deux atomes qui ne sont pas sur le même site, qui ne sont pas dans la même fonction de Wannier, qui sont un en WJ, l'autre en WJ plus 1 ou moins 1, eh bien, ils n'interagissent quasiment pas, parce que le recouvrement entre la fonction de Wannier ici et la fonction de Wannier là est quasiment négligeable. Donc la contribution de la distribution de Dirac donnera 0 quand je prendrai mon produit scalaire. En revanche, évidemment, dès que je mets deux atomes sur le même site, là, ils interagissent, puisqu'ils sont dans le même état spatial, donc là, ils peuvent interagir. Et comment est-ce qu'on évalue l'énergie d'interaction, c'est-à-dire comment est-ce qu'on évalue le prix en énergie à payer, grand U, pour mettre deux atomes sur le même site? Eh bien là, il suffit de calculer l'élément de matrice de grand V de R1 moins R2, ici. Donc, je mets un atome, disons, sur le site 0, l'atome 1 sur le site 0, le deuxième atome sur le site 0, et je prends donc l'opérateur V en sandwich entre cet état-ci et le même état à gauche. Donc, si je l'écris en point de vue fonction d'onde, je vais donc prendre W0 de R1 en module carré, W0 de R2 en module carré fois V de R1 moins R2, mais V, c'est simplement la distribution de Dirac, donc ça, c'est simplement G fois l'intégrale de W04, et donc ça, c'est égal à grand U, c'est par définition. Petit g, je vous le rappelle, ça jouera un rôle tout à l'heure, je peux le relier à la longueur de diffusion AS pour décrire les interactions en ondes S de mes atomes. Petit g, ça vaut 4pi h bar 2 AS sur M, on l'utilisera tout à l'heure. Et pour l'instant, ce qui compte, c'est donc la définition de ce coefficient grand U qui me permet de chiffrer l'énergie à payer pour mettre deux atomes sur le même site. Donc finalement, la morale de cette première partie, c'est de se souvenir qu'on a deux coefficients importants pour décrire la dynamique des atomes. Le coefficient grand J, qui est le coefficient tunnel, qui me dit comment un atome unique saute d'un site à l'autre. Et deuxième coefficient, c'est grand U, ça décrit comment les atomes interagissent quand j'essaie de les mettre tous les deux sur le même site. Bien, alors, ceci étant posé, passons maintenant à la notion de vitesse critique dans le réseau. Donc, généralisation de ce qu'on avait vu ensemble la dernière fois pour un gaz homogène, mais cette fois-ci pour un fluide sur réseau. Je vais commencer par une expérience. Une expérience qui a été faite à Florence en 2004, qui a précisément étudié ce type de question. C'est une question qui s'est posée presque immédiatement quand on a commencé à faire des études de superfluidité, de se dire, après avoir étudié quelle superfluidité on avait pour un gaz homogène, c'était une question naturelle de se dire comment est-ce qu'un réseau optique modifie ça. Donc là, je voudrais décrire une expérience faite à Florence en 2004, et l'expérience était faite de la manière suivante. Les chercheurs partaient d'un condensat de rubidium, 300 000 atomes à peu près, aussi froid que possible, donc fraction condensée proche de 100%, enfin au moins supérieure à 90%. Ce condensat avait une forme de cigare allongé, était produit dans un piège magnétique. Et puis, sur ce condensat, donc, on branchait un réseau, et on branchait ce réseau en mouvement. C'est-à-dire qu'on va étudier le mouvement relatif entre un condensat et puis un réseau optique. Alors, comme j'ai dit en introduction, on peut soit faire bouger le condensat avec un réseau optique fixe dans le référentiel du laboratoire, ou on peut avoir le condensat au repos dans le référentiel du laboratoire et prendre un réseau qui bouge. C'est évidemment le même problème, c'est deux référentiels galiléens, donc on passe de l'un à l'autre très simplement. Donc là, en l'occurrence, ce que les chercheurs de Florence ont choisi de faire, c'est de prendre un réseau en mouvement. Donc pour ça, ce qu'il faut, c'est prendre un réseau formé par deux ondes progressives, mais prendre ces ondes à des fréquences différentes, oméga 1 et oméga 2, de telle sorte que la vitesse de défilement des franges brillantes et sombres du réseau, eh bien, c'est une vitesse grand V qui est simplement donnée par la formule 2kV égale oméga 1 moins oméga 2 dans le référentiel du laboratoire. Donc ce réseau est en mouvement, et ce réseau, on le branche adiabatiquement, c'est-à-dire qu'on fait monter l'intensité du réseau doucement, de manière à peupler
un état de quasi-moment Q donné dans le réseau. On laisse le système pendant un temps ajustable. Vous allez voir ce temps, il peut être très très court. Il y a des situations où il faut qu'il soit très très court, vous verrez pourquoi dans un instant. On laisse le système évoluer pendant l'ajustable, et puis après, eh bien, on coupe tout. On coupe le piège qui confine le condensat, le piège magnétique, on coupe le réseau, le gaz s'étale, et on regarde quelle est la fraction condensée en fonction de ce temps ajustable ici, donc temps ajustable pendant lequel il y a eu le condensat et le réseau qui bougeait sur le condensat, le condensat occupant un quasi-moment Q donné dans ce réseau. Alors, ce que les chercheurs de Florence ont vu, c'est qu'il y avait dans certaines situations une déstabilisation extrêmement rapide du condensat. C'est-à-dire que le condensat explosait et se transformait très vite en un nuage thermique de température relativement élevée. Donc, ils ont chiffré ça en regardant le nombre d'atomes dans le condensat n de t, en l'ajustant ce nombre d'atomes en fonction donc, du temps passé dans le réseau en mouvement sous la forme exponentielle à puissance moins gamma t. Et ici, vous avez le taux de perte gamma en fonction du quasi-moment Q peuplé, donc en fonction de la vitesse du réseau, en gros. Je passe des moments Q ou K à la vitesse simplement avec V égale h bar K sur M. Donc c'est un réseau faible qui valait une fraction d'énergie de recul. Et grosso modo, ce qu'ils ont vu, c'est la chose suivante. C'est que tant que Q est inférieur à K sur 2, alors je rappelle que la première zone de Brillouin, c'est Q entre moins K et plus K. Donc tant que Q est au centre de la zone de Brillouin, entre moins K sur 2 et plus K sur 2, à ce moment-là, tout va bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de taux de perte trop considérable. Il peut y avoir un léger chauffage, mais il n'y a pas de taux de perte trop grand dans le système. En revanche, dès que Q dépasse la valeur K sur 2, ici, eh bien là, on a un taux de perte considérable. Quand je dis considérable, il faut regarder le chiffre qui est là. Vous avez donc 0,01, 0,02, et ça, c'est des millisecondes moins 1. Ça veut dire que vous perdez votre condensat en quelques dizaines de millisecondes. Et c'est des temps qui sont 1000 fois plus courts, quelques dizaines de millisecondes, que les durées de vie dont j'ai parlé jusqu'à maintenant. Quand je vous parlais de durée de vie de courant permanent, je vous disais on peut avoir des courants permanents qui restent pendant plusieurs dizaines de secondes, voire 1 ou 2 minutes. Et bien là, quand le réseau est en mouvement et qu'il bouge à une vitesse qui est supérieure donc à la première moitié de la zone de Brillouin, et bien là, en quelques dizaines de millisecondes, donc un temps 1000 fois plus court, le condensat explose, ça devient des choses très, très, très brouillées, et on a donc une déstabilisation du système. Ce qu'on voit là, c'est ce qu'on appelle une instabilité dynamique. Vous allez voir pourquoi dans un instant, sur le plan mathématique, mais j'annonce déjà le résultat, c'est une instabilité dynamique. Et ce résultat, en fait, il avait été prédit un an ou deux auparavant par Wu et Niu, et puis également par un très joli papier de Klaus Molmer et son étudiante Ilixe. Et l'interprétation de cette instabilité dynamique, c'est une interprétation qui va sûrement rappeler des choses aux opticiens dans la salle, parce que c'est une interprétation très proche de ce qu'on appelle le mélange à 4 ondes avec accord de phase en optique. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, l'idée, c'est que quand vous avez une particule dans un réseau, la relation de dispersion n'est une fonction non convexe. Quand je vous tracez l'énergie E en fonction du quasi-moment Q, eh bien, vous avez pour la bande fondamentale quelque chose qui est comme ça. Là, j'ai pris le schéma de bande étendue. La zone de Brillouin, elle est entre moins 1 et 1 ici. Mais là, j'ai pris le schéma de zone étendue. Vous avez une relation de dispersion non convexe. C'est très différent, ça en particulier, de ce à quoi on est habitué pour une particule unique dans l'espace libre, où là, vous avez une relation de dispersion qui est une parabole. Mais dans un réseau, vous avez donc cette relation de dispersion qui est non convexe. Et du coup, eh bien, on peut, à cause de cette non-convexité, trouver des triplets de quasi-moments, Q0, Q1 et Q2, qui vérifient la chose suivante. Mes atomes sont initialement préparés dans l'état Q0, c'est le quasi-moment du condensat que j'ai obtenu en branchant adiabatiquement le réseau, et je peux avoir un processus où 2 atomes dans l'impulsion Q0 se transforment en un atome dans l'impulsion Q1 et un atome dans l'impulsion Q2, en conservant à la fois l'énergie et l'impulsion. C'est-à-dire que je veux avoir 2Q0 égale Q1 plus Q2, ça c'est la conservation du quasi-moment, c'est modulo 2K, c'est-à-dire que le réseau peut lui-même encaisser 2K, c'est la périodicité du problème que je mentionnais au début, et j'ai aussi donc conservation de l'énergie, 2 fois EQ0 égale E de Q1 plus E de Q2. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Q0 doit être au milieu des points Q1 et Q2, et que les points ici doivent être alignés. Voilà. Quand ça c'est vérifié, eh bien, c'est une petite construction géométrique pour vérifier qu'on a bien donc ce que j'ai appelé cet accord de phase, c'est l'équivalent du mélange à 4 ondes avec accord de phase en optique.
Quand ça c'est possible, eh bien, on comprend que ça va pouvoir dépeupler très rapidement le condensat, puisque ici j'ai plein d'atomes, quelques centaines de milliers d'atomes à Q0, et ça peut me peupler rapidement ces composantes ici, Q1 et Q2, et c'est effectivement ce qui se passe dans l'expérience. Alors, avant d'analyser ça mathématiquement, je voudrais rappeler que c'est quelque chose qui est utilisé dans les manips. Alain Aspect, dans son séminaire, en avait parlé. Ça peut être utilisé pour générer des paires d'atomes corrélés, c'est-à-dire que quand vous avez ce processus-là, eh bien, vous générez des atomes 2 par 2, un en Q1, l'autre en Q2, et donc ça peut être utile, de la même façon que c'est utile d'avoir des paires de photons corrélés en optique. Alors, comment est-ce qu'on peut rendre compte de cette instabilité dynamique sur le plan formel? Alors, on va faire une description de type Gross-Pitayevsky, de type de ce qu'on avait vu la semaine dernière. On va se placer en liaison forte, ça simplifie l'analyse. Si je ne veux pas prendre des liaisons fortes, il faut faire du numérique essentiellement, donc ce n'est pas très parlant. On va le faire en liaison forte, et on va donc prendre notre ansatz de type champ moyen, de celui qu'on avait vu la semaine dernière. Donc je reprends mon idée que la fonction d'un n-core R1, R2, Rna. Alors là, je mets un petit a comme indice pour dire que Na, c'est le nombre d'atomes, parce que j'ai deux grands n. J'ai le grand Na qui est le nombre d'atomes et j'ai le grand Ns qui est le nombre de sites maintenant. Je n'avais pas de sites la semaine dernière, mais là maintenant j'ai des sites. Donc quand je mets Na, c'est le nombre d'atomes, Ns, c'est le nombre de sites. Donc je prends une fonction d'onde à n-core qui est simplement un produit de fonction d'un corps, et j'adapte cette fonction d'onde au cas du réseau en liaison forte. Donc j'écris cette fonction d'un corps phi de R1. Je la développe sur les fonctions de Wannier, donc somme de J égale 1 à Ns, le nombre de sites, de WJ de R, c'est les fonctions de Wannier qu'on a vues ensemble, fois les phi J. Phi J, c'est l'amplitude de probabilité pour être sur le site J. Et évidemment, phi de R est normé, donc la somme des phi J carrés sur tous les sites vaut 1. Alors, travailler avec ça, c'est possible. En fait, c'est plus simple de faire un changement de fonction et de remplacer cet ansatz de Hartree par un ansatz qui est pratiquement équivalent. L'équivalence, cette équivalence pratique est démontrée en appendice des notes que vous avez, qui revient à dire que je prends une fonction d'onde grand psi où je prends sur le site 1 du réseau un état cohérent de Glauber, psi 1, sur le site 2 un autre état cohérent de Glauber, psi 2, sur le site n un nsième état cohérent de Glauber, psi n. L'amplitude psi 1, psi 2, psi n de mes états cohérents, ça se déduit directement des phi J qui sont écrits ici. C'est phi J fois la racine du nombre d'atomes Na. Et comme j'ai pris la somme des phi J carrés égale à 1, la somme des psi J carrés est égale à Na, ce qui veut bien dire que j'ai mis en moyenne Na atomes sur l'ensemble du réseau, puisque je vous rappelle que si vous avez un état cohérent de Glauber, par exemple psi 2 sur le site 2, eh bien le nombre moyen d'atomes correspondant à psi 2, c'est module de psi 2 au carré. Donc si je somme tous les psi J en module au carré, j'ai le nombre moyen d'atomes au total, et ça, c'est bien égal à Na. Alors pourquoi est-ce que je dis que l'équivalence, elle est pratiquement, enfin, c'est pratiquement équivalent, mais pas complètement équivalent? Eh bien précisément à cause du en moyenne que j'ai mentionné. C'est-à-dire qu'ici, vous avez en moyenne Na atomes, mais le nombre d'atomes dans cet ansatz-là, le nombre d'atomes total n'est pas fixé, puisque le nombre d'atomes dans chaque état cohérent n'est pas fixé, alors qu'ici, le nombre d'atomes total est bien fixé. Donc, vous n'avez pas équivalence complète, puisqu'il y en a un qui a un nombre d'atomes fixé et l'autre non, mais en pratique, quand on regarde cette distribution-ci, le nombre d'atomes est très piqué au voisinage de Na, donc l'équivalence est quand même quasiment assurée, dès que le nombre d'atomes Na est grand devant 1. Donc on va travailler plutôt avec cet ansatz-là, qui est plus simple. En effet, une fois que vous avez ces ansatz-là, c'est assez simple d'écrire l'équation de Gross-Pitayevsky à partir des psi I et des psi J. C'est ce que j'ai fait ici. Donc je repars de mon hamiltonien qu'on a vu ensemble tout à l'heure, hamiltonien qui contient le terme de saut tunnel du site J au site J plus 1 et au site J moins 1, donc je l'ai réécrit ici, le terme d'interaction qui me dit quelle est l'énergie que je dois payer pour mettre 2 atomes ou NJ atomes sur le site J, donc je dois sommer sur les NJ moins 1 sur 2 paires interagissant sur le site J, donc c'est ce terme en U sur 2, NJ moins 1, et donc quand vous injectez l'ansatz de Gross-Pitayevsky sous cette forme-là, quand vous l'injectez dans cet hamiltonien-ci, eh bien vous obtenez une équation d'évolution pour chacun des arguments de mes états cohérents psi J. IH bar des psi J sur dt, j'utilise là la notation psi J point, eh bien c'est le terme tunnel qui couple donc psi J à psi J plus 1 et psi J moins 1, et puis le terme d'interaction sur site, grand U, module de psi J carré, psi J. J'ai donc une équation de Gross-Pitayevsky, mais discrétisée maintenant, site par site. Quelles sont les solutions de cette équation? Eh bien,
là encore, je vais m'intéresser à des solutions simples, qui sont des solutions non planes. C'est ce qui est pertinent pour la manip de Florence, puisqu'on avait peuplé un état Q donné. Donc, les solutions non planes, eh bien, elles sont du type psi0 et puissance i fois q scalaire R, mais là, je suis à une dimension, donc c'est q fois x, et x simplement JA, la position du JM site sur le réseau, moins donc, quelque chose qui dépend du temps, donc oméga de q fois t. Que vaut oméga de q? Il suffit d'injecter le psi j dans cette équation pour le déterminer, et ce qu'on trouve, c'est que oméga q vérifie la relation suivante. H bar oméga q doit être égal à quelque chose qui va provenir du terme tunnel, et là je retrouve le moins 2j cosinus AQ, ça c'est simplement la relation de dispersion pour une particule en liaison forte, il n'y a pas de mystère, hein. Si j'oublie grand U ici, ça c'est simplement l'équation de Schrödinger pour une particule unique sur le réseau, donc c'est normal qu'en injectant un ansatz de type onde de bloc, eh bien, je retrouve la relation de dispersion pour une particule en liaison forte, je redis exactement la même chose qu'avant, mais simplement j'ai en plus dans mon équation de Schrödinger non linéaire le terme non linéaire, précisément, ce U psi j carré. Donc ça vient me rajouter, dans ma relation de dispersion, le terme grand U, psi 0 carré ici. Je vais prendre psi 0 réel pour fixer les idées. Voilà, donc ça, c'est les solutions non planes. Et donc, la question maintenant, qui est une question qui est directement transposée de ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est quelle est la stabilité de ces solutions non planes? C'est-à-dire, si je perturbe légèrement ces solutions, et là on va les perturber avec d'autres ondes planes comme on l'a fait la dernière fois, eh bien, est-ce que j'aurai une stabilité de ces perturbations? Donc là, on est en terrain familier, hein, parce que c'est vraiment un décalque de ce qu'on a vu ensemble il y a une semaine. Je cherche des modes propres sous la forme l'onde de base psi0 fois ce que j'ai écrit ici, l'argument de l'exponentielle, plus une petite perturbation avec un vecteur d'onde Q', plus une autre petite perturbation avec un vecteur d'onde moins Q'. Je vous rappelle que du fait de la non-linéarité qui est ici, il ne faut mieux pas se limiter simplement à une onde plane, il faut mettre les deux, parce que le terme non linéaire, de toute façon, me coupe plus Q' à moins Q', donc j'ai intérêt à mettre les deux d'emblée. Et je vous rappelle qu'on a intérêt à mettre un V étoile plutôt qu'un V pour avoir une structure d'équation plus simple dans la suite. Donc là, c'est une équation, c'est une recherche perturbative des modes, hein, donc de la stabilité des modes. Donc je choisis ici les amplitudes petit u et petit v en module, petite devant psi 0, l'amplitude principale. Donc je ne vais pas refaire toute la démarche de la semaine dernière, étape par étape. Je vous rappelle que ce qu'il faut, c'est donc injecter cet ansatz-là dans l'équation de Gross-Pitayevsky, prendre les termes qui sont d'ordre 1 en U et d'ordre 1 en V, et donc j'obtiens des équations linéaires pour U et pour V. Donc voilà la manière dont le résultat auquel on arrive, c'est exactement comme la semaine dernière. On obtient un résultat de la forme IH bar d sur dt de U et de V égale une matrice 2 par 2, L, fois U et V. Et cette matrice 2 par 2, L, que je n'ai pas écrite au tableau pour ne pas vous faire peur, mais elle est dans les notes. Elle est assez grosse, hein, elle déborde même de la page, j'espère que tout s'est bien imprimé. Elle dépend des coefficients du problème, évidemment, grand J et grand U, le coefficient tunnel et grand U. Elle dépend de la solution dont je suis parti au départ, donc le vecteur d'onde Q, enfin le nombre d'ondes Q à une dimension, et puis l'amplitude psi 0, et puis le vecteur d'onde ou le nombre d'ondes Q' de ma petite perturbation. Voilà, donc c'est une matrice 2 par 2, et la question, donc, c'est d'étudier la stabilité de ce système, donc il faut garder les valeurs propres de cette matrice 2 par 2 L. Et ce qui se passe, eh bien, c'est que cette matrice, L, qui n'est pas hermitienne, je vous rappelle, ça c'était déjà le cas dans le cas uniforme, eh bien, dans le cas d'un réseau, cette matrice L, elle peut avoir des valeurs propres complexes. En gros, le discriminant du polynôme caractéristique, qui est une équation du deuxième degré, ce discriminant peut devenir négatif, et donc je peux avoir des valeurs propres qui sont sous la forme lambda' plus i lambda seconde. Ça, c'est quelque chose qui ne se produisait pas pour le gaz uniforme. Pour le gaz uniforme, on n'avait pas de valeurs propres complexes. On avait les valeurs propres restaient toujours réelles. Là, les valeurs propres sont complexes. Et ça, c'est l'origine de cette instabilité dynamique. C'est-à-dire que si maintenant je prends une petite perturbation U et V associée à ces modes avec une valeur propre, enfin une partie imaginaire non nulle pour ma valeur propre, eh bien, ce mode va diverger comme puissance lambda seconde t. Et ça va donc créer une instabilité très très rapide du système. Cette instabilité dynamique, c'est ça, c'est d'avoir
des valeurs propres, donc avec une partie imaginaire non nulle dans le système. Donc n'importe quelle petite perturbation va croître exponentiellement vite et donc va déstabiliser complètement le condensat. Il faut faire la distinction entre cette instabilité dynamique qui tue le condensat en quelques dizaines de millisecondes et puis des instabilités thermodynamiques, qui est ce qu'on avait vu pour le gaz uniforme quand sa vitesse était plus grande que la vitesse du son. Une instabilité thermodynamique, ça vous dit juste que la fonctionnelle de l'énergie n'est pas minimum au point que j'ai considéré. Donc ça me dit que si mon système peut interagir avec un réservoir, en particulier s'il peut émettre de l'énergie dans le réservoir, ce réservoir c'est par exemple l'ensemble des phonons dans le gaz, et bien à ce moment-là, le système va voir son énergie lentement décroître en émettant en permanence des phonons. Mais ça, c'est une instabilité thermodynamique, ça c'est pas trop méchant, on arrive quand même à vivre à une instabilité thermodynamique. En revanche, une instabilité dynamique, cette croissance exponentielle, indépendamment de tout réservoir, croissance exponentielle des modes, ça c'est ce qui tue le condensat, donc on a vu très très rapidement. Alors, si maintenant vous allez analyser de manière détaillée les valeurs propres, la partie imaginaire des valeurs propres, donc les lambda secondes qui sont écrits ici, eh bien vous retrouvez exactement l'argument que j'avais avec la non-convexité de ma relation de dispersion. Je ne vais pas le refaire ici, hein, mais là encore, vous avez tous les calculs, enfin tous les éléments pour faire le calcul dans les notes. Il faut regarder ce polynôme caractéristique donc pour voir ce qui se passe plus précisément, mais on retrouve cette idée que dès que le module de Q, le quasi-moment, dépasse K sur 2, c'est-à-dire, je vous rappelle que la zone de Brillouin est entre moins K et K, mais dès que ça dépasse K sur 2, ici, eh bien, toute cette partie-là est sujette à cette instabilité dynamique, c'est-à-dire que dès que je prends un vecteur d'onde Q ici, dans cette zone grisée, ici, là ou là, eh bien, je trouverai toujours des K', des Q', pardon, ici, qui correspondront à cette divergence exponentielle des modes. Donc, on perd la superfluidité dès qu'on s'écarte du fond de cette bande-là. Voilà. Donc, ça, c'est ce que je voulais dire sur ce qui se passe dans un réseau quand les interactions ne sont pas trop fortes. Hein, on obtient ça. Maintenant, que se passe-t-il quand j'augmente la force des interactions ? Alors, il y a eu des études très jolies faites là-dessus, à la fois expérimentales au MIT en 2007, et la théorie avait été faite par Altman et collaborateurs en 2005. Ici, j'ai résumé le résultat de la manip du MIT. Vous avez donc ce moment critique à partir duquel l'instabilité dynamique se produit, mesuré, comme toujours, donc en unité de largeur de zone de Brillouin. Donc, le moment critique ici vaut 0,5 quand l'interaction est suffisamment faible, ici. Et puis, quand vous augmentez, donc ce qu'on a regardé jusqu'à maintenant, c'est ce point-là essentiellement. C'est le point où j'ai des interactions assez faibles. Donc, ce qu'on a vu, c'est que si je choisissais mon quasi-moment Q plus grand que K sur 2, eh bien, j'avais cette instabilité dynamique qui se produisait. Si maintenant j'augmente la force de l'interaction, eh bien, on trouve que le moment critique décroît. Ça, c'est le résultat d'une analyse numérique hein, assez complexe. Les points sont des points expérimentaux. Et on arrive, quand on poursuit l'augmentation de la force de l'interaction, à un point critique, ici, où là, le moment critique vaut carrément 0. Et ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que là, on perd toute superfluidité. C'est-à-dire que même si le condensat initial ne bouge pas par rapport au réseau, eh bien, je n'ai plus de superfluidité du tout. La vitesse critique est de passer à 0. Et ça, c'est ce que j'aimerais maintenant qu'on considère comme système. C'est la perte complète de superfluidité, même s'il n'y a pas de mouvement relatif entre les atomes et le réseau. Et ça va être la transition superfluide isolant de mode. Alors, je ne vais pas essayer de décrire l'ensemble de la courbe, comme j'ai dit, pour ça, c'est vraiment une analyse numérique, c'est un petit peu compliqué. Donc, tout comme ici, pour le point 1, on a pu faire des choses quasi-analytiques, eh bien, ce qu'on va voir maintenant, c'est que pour le point 2, ici, eh bien, on peut également faire des choses quasi-analytiques. Voilà, donc je passe à la troisième partie, qui est donc cette transition superfluide isolant dans un réseau. Et comme j'ai dit, c'est un premier aperçu, hein, ça va continuer à nous occuper tout le cours de la semaine prochaine. Alors, cette transition superfluide isolant, elle avait été prédite en 1989 dans un cadre très général par Fischer et al. C'est un cadre de matière condensée assez formel. Et elle a été rendue concrète dans le cadre des atomes froids par Jaksch et al. Et dans le et al., il y a Peter Zoller qui est assis quelque part là. Donc, je suis vraiment content qu'il soit là pour le jour où je parle précisément. C'est un peu un hasard, mais bon, c'est vraiment un hasard heureux qu'il soit là. C'est vraiment un papier séminal parce que c'est, je dirais, probablement le papier qui a le premier indiqué que les atomes froids étaient pertinents pour préparer des états de la matière qui étaient des états fortement corrélés, qui n'étaient pas simplement des états à la Hartree
comme ceux qu'on a considérés jusqu'à maintenant, des états champs moyens, mais également des états où il y avait des corrélations fortes entre particules. Ensuite, mais ça je le décrirai la semaine prochaine, il y a eu des manips, en particulier les premières manips ont été faites dans le groupe d'Immanuel Bloch à Munich, mais ça je vous donnerai toutes les références la semaine prochaine. Pour l'instant, on va se concentrer sur la théorie de cette transition superfluide isolant. Donc cette transition superfluide isolant, comment la décrire? Eh bien, de la même manière que tout ce que j'ai décrit jusqu'à maintenant, c'est vraiment une transition qui va se produire sous l'effet de la compétition entre les deux termes qu'on a identifiés. Le terme particule unique qui consiste à sauter par effet tunnel d'un site à l'autre du réseau, de J à J+1, et puis la compétition avec l'énergie d'interaction, le prix à payer pour mettre deux atomes sur le même site. On comprend bien que les deux sont en compétition, parce que si j'ai un atome qui est ici et qui veut aller d'un point A à un point B, eh bien, il va y aller en sautant d'un site à l'autre, mais si dans le chemin, il y a un atome qui est déjà présent, eh bien, quand l'atome saute, il y a un moment où il doit aller sur un site qui est déjà occupé, donc il va falloir payer l'énergie grand U pour franchir le site déjà occupé. Et si l'énergie grand U à payer elle est trop grande, l'atome initial ne pourra pas aller du point A au point B. Donc on a vraiment cette compétition qui font que les énergies d'interaction, le grand U ici, va bloquer d'une certaine manière le mouvement des atomes. Alors, je vous rappelle les acteurs en présence. Ce grand J, donc, je vous ai donné la manière dont il variait avec les paramètres du réseau, cette variation que j'ai qualifiée d'exponentielle avec la profondeur V0 sur ER, ER étant l'énergie de recul, qui vaut, pour ceux qui aiment bien mettre des nombres quantitatifs sur les choses, entre quelques kilohertz pour les atomes les plus lourds, une masse élevée, donc un grand dénominateur ici, à, je dirais, 100 kHz pour les atomes les plus légers. Donc ça, c'est grand J, qui varie donc exponentiellement avec V0 sur R. Et puis grand U, on l'avait évalué ensemble tout à l'heure, je vous avais dit, c'est G fois l'intégrale de la fonction de Wannier puissance 4. Par ailleurs, je vous avais dit que petit g, c'était proportionnel à la longueur de diffusion AS. Donc si vous mettez tout ça ensemble, si vous faites pour la fonction de Wannier W0, vous la calculez en supposant que le puits ici est un puits harmonique, plus ou moins. Donc la fonction de Wannier, vous l'approchez par la gaussienne, qui est l'état fondamental de l'oscillateur harmonique. Eh bien, à ce moment-là, c'est assez simple de calculer U sur ER. Et vous trouvez que U sur ER, eh bien, ça fait intervenir le produit V0, la profondeur du réseau, divisé par l'énergie de recul, puissance 3/4, c'est en fait le même terme qu'ici, fois un préfacteur qui, lui, est constant. Et ce préfacteur est, disons, plus petit que 1, entre 1 et 1/10, puisqu'il y a un 4 racine de 2 pi qui est assez grand. Et puis ici, vous avez le rapport entre deux longueurs, la longueur de diffusion AS, qui est de l'ordre de quelques nanomètres pour les atomes, et puis la longueur d'onde lambda de la lumière, qui est une fraction de micron. Donc AS sur lambda, c'est 1/100, mais je multiplie ça par quelque chose qui est de l'ordre de 10, donc j'obtiens quelque chose qui est de l'ordre du 10e ici. Donc ici, j'ai quelque chose qui est de l'ordre du 10e de V0 sur R puissance 3/4, et puis ici, j'ai quelque chose qui part à V0 sur R puissance 3/4, et puis qui va avoir cette décroissance exponentielle quand V0 va augmenter. Donc ça, c'est très commode, parce qu'en variant V0 sur ER, eh bien, typiquement, si je le varie sur la plage de 10 à 25, tout ça, c'est une plage dans laquelle les liaisons fortes sont bien vérifiées, eh bien, quand V0 sur R est de l'ordre de 10, à ce moment-là, c'est en général ce terme-ci qui domine, donc je suis dominé par effet tunnel, grand J est plus grand que U, et en revanche, quand je vais vers 25, à ce moment-là, si vous prenez ici ce terme-là, vous avez racine de 25 qui vaut 5, 5 fois 2, ça fait 10, vous avez un exponentiel de moins 10, exponentiel de moins 10, on s'en remet difficilement, donc J, à ce moment-là, est complètement écrasé par U, et je suis dominé, à ce moment-là, par les interactions. Donc en variant V0 sur R dans une plage relativement faible, ça veut dire faire varier l'intensité de son laser d'un facteur 2,5, pour faire varier, passer 10 à 25, eh bien on décrit ces deux régimes, J grand devant U et G petit devant U. Alors, pour essayer de voir un petit peu mieux comment les choses se passent, je vous propose de regarder deux cas limites. Le cas où c'est vraiment les interactions qui dominent, donc le cas sans effet tunnel, et puis la diapositive suivante, ce sera le cas où, au contraire, le cas de particules indépendantes, donc où je n'ai pas d'interaction et où c'est l'effet tunnel qui domine. Puis ensuite, on interpolera entre les deux. Donc le cas où il n'y a pas d'effet tunnel, donc l'hamiltonien, c'est simplement l'hamiltonien d'interaction. Donc c'est celui que j'ai déjà écrit, U sur 2, nn-1, enfin nj, nj-1. Nj, c'est l'opérateur nombre de particules sur le site. Si je mets 0 particules ou une particule sur un site, évidemment, je n'ai pas d'interaction, puisqu'une particule toute seule ne peut pas interagir avec un partenaire. Si je mets deux particules, nn-1 vaut 2, divisé par 2, ça fait 1, donc j'ai une énergie d'interaction qui vaut grand U. Si j'en mets 3,
Ici, j'ai 1,5 de 6, donc j'ai 3 U. Prenons un exemple pour essayer de faire des choses plus quantitatives. Supposons que je mette par exemple un nombre d'atomes, n atomes, égal à 2 fois le nombre de sites. Donc j'ai un taux de remplissage de l'ordre de 2. À ce moment-là, l'état fondamental, ça consiste à mettre exactement 2 atomes sur chaque site. Si jamais je cherche à m'écarter de ça, c'est-à-dire si je cherche par exemple à dire ah bah, tiens, je vais prendre un atome ici puis le faire passer sur le site là, donc je fais plutôt un 3,1 que des 2, eh bien à ce moment-là, je vois que je vais devoir payer une énergie supplémentaire. En effet, le site qui est ici avait initialement 2 particules et passe à 3, donc il avait initialement une énergie grand U et il passe à l'énergie 3U. Donc ce site-là, je dois payer une énergie plus 2U, alors que le site qui est là, eh bien, il avait initialement une énergie donc grand U. Ensuite, là, il n'y a plus d'interaction puisque la particule est toute seule, donc je gagne l'énergie moins U. Mais gagner moins U, ça ne compense pas la perte de plus 2U ici. Donc globalement, quand je passe de la ligne du haut à la ligne du bas, eh bien, je dois payer une énergie supplémentaire grand U. Donc, morale de l'histoire, les interactions répulsives favorisent les états à remplissage uniforme, comme celui-ci, au détriment de fluctuations de densité, comme celui-là. Bien, ça c'est donc le cas limite sans effet tunnel. Le cas limite sans interaction, lui, je dirais, on le connaît bien, c'est le cas d'un gaz parfait. À ce moment-là, si je n'ai pas d'interaction, l'état fondamental, je l'obtiens simplement en mettant toutes mes particules dans l'état fondamental et une particule. La relation de dispersion à une particule dans la limite des liaisons fortes, c'est ce moins 2J cosinus AQ qu'on a déjà vu plusieurs fois. Donc, l'état fondamental à une particule, ça consiste à mettre tous les atomes ici. Donc, l'état à une particule, je l'ai réécrit ici, c'est la somme sur toutes les fonctions de Wannier avec une amplitude égale à 1, ce que je peux encore écrire en seconde quantification, la somme sur tous mes sites de l'opérateur création d'une particule sur le site J agissant sur le vide. Et donc, si j'ai n atomes, eh bien, n atomes qui n'interagissent pas, l'état fondamental, ça consiste simplement à prendre cet opérateur création d'une particule dans l'état Q égale 0 et l'élever à la puissance n atomes, et j'obtiens comme ça mon état fondamental en l'absence d'interaction. Et je vous rappelle ce que je dis tout à l'heure, sans démonstration, mais qui est démontré dans l'appendice, que c'est un état comme ça, c'est très proche d'un état cohérent de Glauber sur chaque site. Donc un site sur le site 1, un état cohérent alpha, sur le site 2, le même état cohérent, parce que là je prends quelque chose qui est uniforme, et sur le site NS, même état cohérent alpha. Et l'état cohérent alpha, en l'occurrence, l'argument de l'état cohérent alpha, il est tel que alpha carré, c'est égal au nombre d'atomes total divisé par le nombre de sites total, c'est-à-dire le facteur de remplissage. Je paraphrase ce que j'ai déjà dit. Donc c'est la même, aucune information nouvelle. Bien. Donc là, j'ai donc précisé 2 cas limites. Et donc maintenant, il va s'agir de construire un ansatz variationnel qui va me permettre de passer d'un cas limite à l'autre. Donc ça va être un ansatz variationnel plus riche que celui que j'avais considéré tout à l'heure, qui est un ansatz variationnel où j'avais un état cohérent sur chaque site, celui que j'avais utilisé pour trouver l'instabilité dynamique. Là, il va être un petit peu plus riche que ce qu'on a vu tout à l'heure, parce qu'il faut que je puisse aussi trouver ce qu'on appelle un état de Fock dans mon ansatz variationnel, c'est-à-dire où je mets exactement 2 atomes par site, si je reviens au petit dessin que j'avais sur cette diapositive-là. Donc il faut que mon ansatz variationnel me rende compte à la fois de ce type d'état-là et puis du type d'état qui est écrit ici. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va rester dans une approximation de type champ moyen, mais on va changer un petit peu la règle du jeu sur l'état psi. C'est-à-dire qu'au lieu de dire que l'état psi que je prenais sur le site 1, sur le site 2, sur le site n est un état cohérent, maintenant je vais relâcher cette contrainte. L'état psi que je mets sur chaque site, eh bien, il peut être quelconque. Tout ce que je vais lui demander, c'est donc d'être normalisé, bien sûr. Donc l'état psi sur un site donné, je le développe sur les différents nombres d'occupations de ce site. Donc il a une certaine amplitude de probabilité de correspondre à 0 atome sur le site, ce sera le coefficient C0. Une certaine amplitude de probabilité d'avoir un atome sur ce site, ce sera C1, etc. Donc l'état psi sur un site donné, c'est une somme de l'occupation 0 à l'occupation la plus grande possible de Cn fois n. Et donc cet état, comme j'ai dit, je lui demande d'être normalisé, donc somme sur n égale 0 à l'infini de Cn carré égale 1. Et puis je lui demande également de me fournir le bon nombre d'atomes par site. Je sais que j'avais grand n sites, je sais que j'ai mis grand n atomes, et donc je sais qu'en moyenne sur chaque site, j'ai le rapport n atomes divisé par n sites. Donc je demande à cette étape ci ici d'être telle que somme de n égale 0 à l'infini de n fois module de Cn carré est égale à ce facteur de remplissage. Voilà, donc ça c'est l'état, les seules contraintes que je me donne
sur psi. Et maintenant, je vais prendre une méthode variationnelle, c'est-à-dire que je vais regarder quel est le bon choix des coefficients Cn qui me minimise l'énergie pour un coefficient grand J tunnel donné et une énergie d'interaction grand U donnée. Alors, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. J'insiste bien sur le fait que le choix de cette écriture pour psi, ça permet bien d'interpoler entre les deux situations limites que j'ai identifiées avant. Ce que j'avais identifié avant, c'était en l'absence d'effet tunnel, un état de Fock, c'est-à-dire un nombre d'atomes bien déterminé sur chaque site. Mais ça, il suffit de prendre le coefficient Cn, la distribution de Kronecker, de prendre n, Cn égale 1 si n égale n0 et Cn nul sinon. Et puis, je peux également prendre un état cohérent de Glauber si je n'ai pas d'interaction. Pour ça, il faut que je prenne pour Cn, c'est alpha puissance n sur racine de n factoriel, de telle sorte que module de Cn au carré me redonne la fameuse loi de Poisson de distribution d'atomes sur de distribution de taux d'occupation par site, bien connue. Voilà. Donc, comme je dis, ce qu'il faut maintenant, c'est minimiser l'hamiltonien, la valeur moyenne de l'hamiltonien sur ces étapes-ci. Donc l'hamiltonien, je le réécris pour la n+1e fois, c'est la somme du terme d'énergie cinétique et de l'énergie d'interaction. Je prends pour psi cet ansatz-là. Cet ansatz, on l'appelle ansatz de Gutzwiller. Je n'ai pas dit prononcer ce nom-là, mais c'est son petit nom dans la littérature. Et je dois donc évaluer la valeur moyenne de psi h psi sur cet ansatz, donc valeur moyenne de l'effet tunnel ici, valeur moyenne de l'énergie d'interaction là. Si je regarde l'effet tunnel, donc, quelle structure il a? Il a donc une somme sur tous les sites. Valeur moyenne, il va falloir que je prenne donc valeur moyenne de bj croix plus 1, bj, sur donc toutes les paires de sites entre proches voisins, comme ça. Alors, comme psi est le même sur tous les sites, la valeur moyenne de bj croix bj, c'est en fait le produit de la valeur moyenne de bj croix fois le produit de la valeur moyenne de bj. Et donc l'un est complexe conjugué de l'autre, donc je vais me retrouver avec un module carré ici. J'ai le moins j qui se met en facteur. Et si maintenant je regarde donc, que vaut la valeur moyenne de bj donc pour le site j, valeur moyenne de bj, ça me détruit une particule. Donc je pars donc de psi qui vaut Cn fois n. Je détruis une particule, donc je trouve le Cn fois le coefficient qui est associé à la destruction d'une particule, le racine de n. Puis ensuite, je reprends le produit scalaire avec le bras psi. Et comme j'ai détruit une particule, c'est donc le coefficient Cn-1 étoile qui va contribuer. Et ensuite, je prends le module au carré pour avoir le produit de la valeur moyenne de bj avec le produit de la valeur moyenne de bj croix. Enfin, bj plus 1 croix. Et pour un site donné j, j'ai combien de termes qui contribuent? Eh bien, ça dépend du nombre de proches voisins de ce site. Si je prends un réseau à une dimension, j'ai 2 proches voisins. Donc, le coefficient z que j'ai mis ici vaudra 2. Si je prends un réseau carré à 2 dimensions, chaque site a 4 proches voisins. Donc, je prendrai ici z égale 4. Ce sera la somme sur tous les j plus 1 pour un j donné. Et si je prends un réseau cubique à 3 dimensions, j'ai 6 proches voisins, donc z vaudra 6. Donc dans la suite, ce z-là permettra de changer de dimension, passer de 1, 2D à 3D, en gardant un réseau linéaire, carré, cubique. Ça, c'est donc le terme tunnel. Le terme d'interaction, il est très simple, encore plus simple finalement. Si je prends psi sous cette forme-là, Cn, eh bien, le terme d'interaction ici, sa moyenne, ce sera simplement U sur 2, somme sur n des nn-1, module de Cn au carré. Ça se calcule directement puisque ces opérateurs-là sont la base n est une base propre de ces opérateurs-là. Bien, alors donc il s'agit, comme je le disais, de trouver les coefficients Cn qui me minimisent la somme de ces deux termes. Je dois minimiser cette somme-là pour un U et un J donné, tout en gardant constant deux choses, la norme de ma fonction, de mon ansatz, et puis le taux de remplissage donné, c'est-à-dire n bar égale n atomes sur n sites. Alors, si je peux faire cette minimisation numériquement, c'est ce que je vais vous montrer maintenant, en toute rigueur, ce qu'il faudrait que je vous montre, c'est pour chaque choix de U sur J et chaque choix du taux de remplissage, c'est les deux paramètres du problème, il faudrait que je vous donne l'ensemble des coefficients Cn qui constituent le minimiseur. Alors ça, ce serait évidemment un petit peu fastidieux de vous donner des listes de coefficients Cn. Donc, ce que j'ai choisi de faire, c'est de caractériser une distribution Cn donnée par son écart type ou sa variance. Je m'impose sa valeur moyenne ici, c'est le taux de remplissage. Et donc, ce que je vais vous montrer, c'est comment varie le delta n carré pour un n bar donné et pour un U sur J donné. Donc, delta n carré, je l'obtiens simplement en calculant la valeur moyenne du carré, ici, moins le carré de la valeur moyenne. La valeur moyenne du carré, c'est simplement somme des n carré, c'est n carré. Donc voilà, encore une fois, la règle du jeu est simple.
je dois miser cette somme-là avec ces deux contraintes, et ce qu'on va faire, c'est étudier comment varie delta N2 en fonction des deux paramètres du problème, U sur J d'une part et le taux de remplissage d'autre part. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me fixer un des deux paramètres et faire varier l'autre, et on va regarder ce qui se passe. Donc là, je commence par me fixer le rapport U sur J, ou plus précisément U sur ZJ, où Z, c'est le nombre de proches voisins, 2, 4, 6. Donc je me fixe U sur J, je varie le taux de remplissage N bar, et je trace, donc, comme je l'ai dit, la fluctuation delta N des nombres d'occupations, c'est écart type delta N, et je trace plus précisément la dispersion relative delta N sur racine de N bar. Alors je vous rappelle que si vous prenez un état cohérent, un état de Glauber, eh bien, comme je l'ai dit, les modules de Cn carré, c'est une distribution de Poisson, donc delta N est égal à racine de N. Donc pour un état de Glauber, je m'attends à ce que delta N sur racine de N bar soit égal à 1. Et si je trouve delta N plus petit que racine de N bar, eh bien, c'est que j'ai un état qui est subpoissonien, moins de fluctuations que poissonienne. Et si je trouvais delta N supérieur à racine de N bar, mais ça ne va pas se produire, ce serait super poissonien. Donc là, commençons pour une force d'interaction donnée et commençons donc à varier le taux de remplissage, N bar. Donc ici, c'est 0, très très peu d'atomes. Ici, c'est 1, exactement 1 atome par site, 2 atomes par site, 3 atomes par site, et puis j'ai toutes les valeurs intermédiaires. Quand le nombre d'atomes par site est très petit devant 1, ici, eh bien, je trouve delta N sur racine de N bar égale 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai tellement peu d'atomes qu'ils n'interagissent pas avec les uns avec les autres, donc mes fluctuations sont poissoniennes. Les atomes ne se voient pas, grosso modo. Donc l'ansatz de Gutzwiller est très proche d'un état cohérent par site, et je retrouve donc la bonne fluctuation correspondant à un état de Glauber. Et puis ensuite, quand j'augmente mon taux de remplissage, eh bien, ce que je trouve, c'est que delta N est réduit par rapport à racine de N bar, c'est-à-dire que les interactions entre atomes font que les atomes tendent à s'éviter. Donc ça vient diminuer les fluctuations par site. Bon, ce n'est pas une grosse surprise, les interactions répulsives tendent à produire des distributions qui sont subpoissoniennes. Ça, c'est pour une force d'interaction relativement faible, U égale ZJ. Supposons maintenant que j'augmente la force d'interaction. Je passe à 5 fois ZJ ici. Là, j'obtiens toujours quelque chose qui vaut 1 au très faible nombre d'atomes. C'est normal, les atomes ne se voient pas. Si j'en ai vraiment très très peu, je suis toujours dans une limite de fluctuation poissonienne. Mais là, ce que je vois apparaître, c'est des choses intéressantes au niveau du remplissage entier. Vous voyez, 1 ici, il y a un petit pic, un petit minimum. J'ai un autre minimum autour de 2. Vous pouvez deviner un autre minimum autour de 3. J'augmente encore le rapport U sur ZJ. Et là, ce que je vois, donc quand je passe à U égale 10 ZJ, je vois que là, les interactions assez fortes gèlent complètement la distribution pour des remplissages entiers. C'est-à-dire que là, j'ai un delta N ici qui vaut strictement 0, donc je n'ai plus aucune fluctuation. C'est-à-dire que là, je suis sûr d'avoir mis exactement un atome par site. Là, exactement 2 atomes par site. Pour 3, ici, ce n'est pas encore gelé, mais ça le sera si jamais j'augmente encore U sur ZJ. Donc là, on arrive à l'idée qu'il y a quelque chose qui se passe au voisinage des taux de remplissage, enfin au niveau des taux de remplissage entiers pour des interactions assez fortes. Donc là, j'avais choisi de fixer U sur J et de varier N bar. Je peux évidemment faire l'inverse, et les deux sont instructifs. Je peux me fixer un certain N bar égale 0,5, N bar égale 1, N bar égale 1,5, et varier U. Alors ça, c'est ce que je représente sur la diapositive qui vient ici. Donc ici, vous avez ce qui se passe pour N bar égale 0,5, donc taux de remplissage égale 1,5. Donc là, vous trouvez que, encore une fois, pour des interactions très faibles, on retrouve Poisson. Quand j'augmente la force d'interaction à taux de remplissage égale 1,5, eh bien, j'ai ces fluctuations qui deviennent subpoissoniennes à cause d'interactions, mais rien de bien particulier se produit. Si je prends le taux de remplissage égal 1,5, si je reviens en arrière, si je me mets ici, eh bien, là encore, rien de bien particulier. En revanche, si je prends un taux de remplissage entier, N bar égale 1, alors là, je trouve le phénomène que je décrivais tout à l'heure. Pour des interactions assez fortes, eh bien, j'ai un gel complet des fluctuations, c'est-à-dire que je passe à un état où j'ai exactement un atome par site, 1, 1, 1, tout comme si j'avais tracé pour N bar égale 2, j'aurais un état 2, 2, 2, exactement un nombre d'atomes fixé par site. Alors, en termes d'opérateurs BJ et valeur moyenne d'opérateur BJ, quand j'ai exactement un atome par site, la valeur moyenne de l'opérateur BJ vaut 0, puisque je n'ai pas d'élément de matrice non nul entre un état à n particules et un opérateur à n plus 1 particule. Donc la valeur moyenne de BJ vaut 0, alors qu'ici, j'ai un état avec valeur moyenne de BJ non nulle. Je dis ça maintenant, c'est important parce que c'est ce qui constituera le paramètre d'ordre
de la transition de phase qui se produit ici, cette valeur moyenne de l'opérateur création de particules sur un site donné. Donc, ce qu'on trouve ici, c'est dans le cadre de ce traitement qui est un traitement de champ moyen. L'ANSATS de Gutzwiller que j'ai pris, c'est un traitement champ moyen où je n'ai pas de corrélation entre particules. Eh bien, ce qu'on trouve, c'est que pour un remplissage entier, j'ai donc une transition de phase, dont je vais vous montrer dans un instant qu'elle est du deuxième ordre, entre un état dans lequel j'ai une certaine cohérence qui est étendue, parce que la valeur moyenne de BJ croît est non nulle, donc ça correspond à une cohérence étendue sur le système, et puis un état au contraire où valeur moyenne de BJ est nulle, donc un état sans la moindre cohérence. Donc j'aimerais, dans les quelques minutes qui restent, m'intéresser à cette transition de phase qui se produit ici. Et ça servira ensuite de tremplin pour le cours de la semaine prochaine. Oups, ça c'est pas normal. Ah, oui, bon, alors, touche du bois. Donc, l'idée c'est de faire une approche analytique simple pour décrire cette transition de phase, pour décrire ce qui se passe au niveau du point de transition. Alors, cette approche analytique simple, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va supposer déjà qu'il n'y a que 3 coefficients non nuls parmi tous les Cn, avec n varié de 0 à l'infini. Cn, je vous rappelle, c'est l'amplitude de probabilité pour avoir n atomes sur un site donné. Eh bien, je vais supposer que j'en ai 3 qui prennent des valeurs significatives. J'ai celui qui correspond au taux de remplissage que j'ai mis, donc là je suis à n bar égale 1, donc celui qui va être le plus peuplé, ça va être C1, évidemment. Puis je vais supposer que les 2 autres qui sont significativement peuplés, c'est C0 d'une part, et puis C2 d'autre part. Donc je vais supposer qu'au voisinage, à taux de remplissage 1 en moyenne, eh bien, tout ce qui joue un rôle, c'est d'avoir soit un atome par site, soit 0 atome par site, soit 2 atomes par site. Mais la probabilité d'avoir 3, 4, 5 atomes par site ne joue pas de rôle, et c'est une bonne approximation quand on compare les résultats numériques et les résultats analytiques, on peut le vérifier. Donc, je me retrouve avec 3 coefficients non nuls. Ces 3 coefficients sont a priori des nombres complexes. La somme de leur module carré doit valoir 1. Donc, j'ai 3 coefficients complexes, a priori 6 coefficients réels, mais comme leur somme des modules carrés vaut 1, ça m'élimine un des 6 nombres réels possibles. Puis, par ailleurs, la phase globale est, comme toujours en mécanique quantique, sans importance. Donc, je peux éliminer un autre des nombres réels. Donc, j'ai besoin de 4 nombres pour caractériser l'état de mon gaz sur chaque site. Alors ces 4 nombres, je les ai écrits sous cette forme-là. Un angle θ, donc je mets cosinus θ sur le coefficient central, donc ça c'est n bar égale 1, et puis sinus θ sur les 0 et 2. Je répartis entre 0 et 2 via un autre angle que j'appelle chi, cosinus chi ici et sinus chi là. Et puis ensuite, je choisis de prendre réel le coefficient central, et donc je mets une phase eta plus phi sur le coefficient du haut, et une phase eta moins phi sur le coefficient du bas. Bon, ça a l'air un petit peu compliqué, mais bon, c'est un paramétrage commode pour décrire l'état de mon système. Alors, je veux être à n bar égale 1, je veux avoir exactement un atome par site en moyenne, donc il faut que je mette la même probabilité pour avoir 0 atome et 2 atomes. Donc ça m'impose que cosinus chi doit être égal à sinus chi doit être égal à 1 sur racine de 2, donc le chi ici doit valoir pi sur 4. Par ailleurs, on peut vérifier assez simplement que l'énergie que je dois minimiser, je vous avais donné son expression tout à l'heure, elle est minimale pour état égale 0. Donc la phase relative entre le centre ici, n égale 1, et puis la phase globale pour 0 et pour 2, le taux d'occupation 0 et taux d'occupation 2, doit valoir 0 pour minimiser l'énergie. Donc je vais prendre état égale 0 dans ce qui va suivre. Et puis enfin, la phase relative entre 0 atomes par site et 2 atomes par site, eh bien l'énergie, on peut vérifier qu'elle est indépendante de phi. Donc le choix de phi, ça correspond à une brisure spontanée de symétrie. Ça jouera un rôle important dans le cours de la semaine prochaine, quand j'étudierai les modes de Goldstone et les modes de Higgs. À ce stade, je vais ignorer phi. Donc finalement, c'est simple, parce que sur les 4 coefficients que j'ai là, il n'y en a plus qu'un qui reste, c'est θ. Je vous ai dit qui vaut 1 sur racine de 2, enfin cos chi égale sin chi égale 1 sur racine de 2, eta égale 0, et phi, je m'en fiche, je le prends nul. À ce stade, il ne joue pas de rôle. Donc j'ai que θ qui joue un rôle. Donc je paramètre donc mon système à amplitude de probabilité d'avoir 2 particules sur le site, une particule sur le site, 0 particule sur le site, par 1 sur racine de 2 sinus θ, cos θ, 1 sur racine de 2 sinus θ. Et je vais me mettre au voisinage de la transition ici. Donc je vais supposer que θ est très petit devant 1, proche de 0, c'est-à-dire que j'ai une très forte amplitude de probabilité d'avoir un atome par site, et puis une petite amplitude de probabilité d'avoir soit 0, soit 2 atomes sur le site. Voilà, donc c'est sinus θ. Et le bon paramètre à introduire, si on veut avoir des calculs simples, c'est d'introduire en fait non pas θ, mais 1/2 de sinus de θ.
c'est ce que j'ai appelé ρ dans la suite. Donc je peux réécrire ma fonctionnelle d'énergie, la somme de l'énergie d'interaction U et de l'effet tunnel proportionnel à grand J, en termes de ρ. Et quand on fait ça, eh bien, on trouve qu'on a une énergie par site qui a l'allure suivante. U sur 2 ρ puissance 4, donc ça c'est l'énergie d'interaction, et uniquement elle, moins un terme, enfin plus un terme que j'écris sous la forme moins A ρ carré plus epsilon 0. Alors l'epsilon 0 c'est juste une constante, je vais l'oublier. Ce qui est intéressant c'est le moins A ρ carré. Le coefficient grand A qui est écrit ici fait intervenir simultanément les interactions sous la forme moins U sur 2 et puis l'effet tunnel sous la forme ZJ, Z je vous rappelle c'est ce nombre de proches voisins, 2, 4, 6, fois une fonction de n bar. Cette fonction elle vaut à peu près 3 si je prends n bar égale 1, mais vous pourriez vous intéresser à la transition pour n bar égale 2, 3, 4. Donc j'ai mis sous la forme d'une fonction de n bar. Elle est donnée dans les notes, la fonction n bar, elle est un peu sordide, il y a des racines de 1 sur 1 plus n bar et des choses comme ça, mais enfin bon, l'important c'est qu'elle existe, quoi. On peut la calculer. Mais ce qui est important pour mon propos, c'est que c'est donc quelque chose où les interactions interviennent avec un signe moins et l'effet tunnel avec un signe plus. Et ce qui se passe dans le système, savoir ce qui se passe au voisinage d'ici, eh bien, c'est entièrement déterminé par le signe de A. Si le coefficient grand A ici est négatif, à ce moment-là, je récupère une fonctionnelle d'énergie, E de ρ, qui est sous la forme ρ4 plus ρ2. ρ4 plus ρ2, ça varie en fonction de ρ sous cette forme-là, et donc c'est évidemment minimum si je prends ρ égale 0. Et à ce moment-là, prendre ρ égale 0, puisque ρ c'est sinus de θ avec θ est petit devant 1, ça veut dire prendre θ égale 0, donc ça veut dire mettre toute la population dans n bar égale 1, exactement un atome par site. L'amplitude de probabilité pour être avec 0 atome par site sur un site ou avec 2 atomes sur un site est strictement nulle. Donc ça, c'est la forme de cette fonctionnelle pour A négatif, et donc on est sur cette partie de la courbe. Si maintenant, je vais dans ce sens-là, si maintenant je prends A positif, d'accord, donc les interactions dominent, le terme en ZJ ici devient plus grand que le terme en U sur 2 là, à ce moment-là, j'ai une fonction qui est en ρ4 moins ρ2, aux petites valeurs de ρ, c'est le terme en moins ρ2 qui domine, après, ça devient le terme en ρ4 qui domine, donc on est exactement dans le cadre de la description d'une transition de phase du deuxième ordre dans le formalisme de Landau. Le minimum de mon énergie va être pris pour un ρ non nul, quelque part ici, et dire que je prends ρ non nul, eh bien, ça veut dire que je prends une valeur de θ qui certes est petite devant 1 pour que ce calcul ait un sens, mais qui est non nulle. Donc j'ai une certaine amplitude de probabilité non nulle pour avoir 0 atome sur un site donné et pour avoir 2 atomes sur ce site. Et donc ça correspond à cette branche de la fonction. Et puis le point de critique de la transition de phase, eh bien, c'est quand A vaut 0, c'est donc quand U sur 2 est égal à ZJ fois f de n, ou si vous préférez, U sur ZJ au point critique est égal à 2 fois f de n, ce qui, quand on prend n bar égale 1, correspond à peu près à 5,8, si on met les racines de 1 sur 1 plus n bar correct et tout ça. Eh bien là, à ce moment-là, on a une fonction qui est purement quartique. J'ai toujours ρ égale 0, mais là, j'ai des fluctuations qui sont très grandes au voisinage de ce point critique et toute la zoologie des points critiques qu'on pourra regarder ensemble la prochaine fois. Voilà, donc ça me décrit donc entièrement cette transition, enfin entièrement, ça me décrit le plus simplement possible, mais de manière quantitative, cette transition entre l'état superfluide qui est ici et puis l'état isolant qui est là, pour un taux de remplissage strictement entier. Et puis j'ai une dernière diapositive pour dire ce qui se passe quand le taux de remplissage n'est pas entier, mais proche d'un nombre entier. À ce moment-là, eh bien, on garde un superfluide, mais cette superfluidité, elle est bien particulière. Elle dépend de la valeur du taux de remplissage que j'ai pris par rapport au nombre entier. Si je prends par exemple n bar égale 1 moins epsilon, c'est-à-dire si je ne mets pas exactement un atome par site, j'ai un léger déficit en particules, eh bien à ce moment-là, ça veut dire que j'ai quelques trous dans le système, et donc à ce moment-là, je garde un système qui est superfluide, et la superfluidité de type trou, c'est le trou qui se déplace avec, enfin, c'est évidemment les atomes qui sautent d'un site à l'autre, ça correspond à un déplacement de trou. En revanche, si je prends un léger excès de particules par rapport au nombre de sites disponibles, à ce moment-là, je suis dans le cas où n bar est égal à 1 plus epsilon, et à ce moment-là, j'ai une superfluidité de type particule. Dans les deux cas, la fraction superfluide est très faible, parce que j'ai la majorité des atomes qui sont figés, et j'ai simplement une petite fraction des composants du système qui contribuent à la superfluidité. Donc on est dans un régime où il y a de la superfluidité, mais cette superfluidité est très très petite. La fraction superfluide est petite devant. Voilà, je m'arrête ici pour le cours d'aujourd'hui, donc on repartira de cela la semaine prochaine et on décrira en particulier toutes les expériences, très belles expériences qui ont montré cette transition. Merci.